Bien le bonjour mesdames et messieurs. Dans cette vidéo, nous allons parler du cours de droit de la famille, matière généralement étudiée en première année de droit dans la plupart des universités, mais parfois étudiée en deuxième ou en troisième année dans certaines universités. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh bien ce qu'on va faire plus précisément, c'est qu'on va tout simplement synthétiser le cours de droit de la famille, c'est-à-dire qu'on va vraiment le résumer de manière très synthétique afin que vous ayez une bonne vision d'ensemble, une bonne vision globale de la matière, ce qui vous sera très utile pour réussir vos examens. Et donc, sans plus attendre, c'est parti, on commence la vidéo. Alors le cours de droit de la famille, il commence par une première grande partie qui est consacrée au couple, et plus précisément aux différents modes d'union qui peuvent être adoptés par un couple, puisqu'effectivement, les couples, qu'ils soient d'ailleurs hétérosexuels comme homosexuels, ont aujourd'hui le choix entre trois modes d'union. Le mariage, le pacte civil de solidarité, également appelé Pax pour les intimes, et enfin le concubinage. Et donc, on va commencer par s'intéresser au mariage. Ce qu'il faut savoir en premier lieu concernant le mariage, c'est que pour pouvoir se marier, les futurs époux doivent remplir un certain nombre de conditions. Il y a à la fois des conditions de fond et des conditions de forme. En ce qui concerne d'abord les conditions de fond, il faut savoir que les futurs époux doivent être majeurs. Également, le consentement de chacun d'entre eux doit être réel et libre, c'est-à-dire non vicié par une erreur portant sur la personne de l'autre époux ou sur ses qualités essentielles, ou bien par la violence. Également, les futurs époux ne doivent pas être déjà mariés avec une autre personne, ce serait alors un cas de bigamie, ce qui est interdit. Et enfin, ils ne doivent pas appartenir à la même famille, puisque ce serait alors un cas d'inceste, ce qui est également interdit. En ce qui concerne maintenant les conditions de forme, il y a donc différentes conditions de forme à respecter, notamment la remise d'un certain nombre de pièces à l'officier d'état civil, également l'audition des futurs époux par l'officier d'état civil, et puis on a aussi par exemple la publication du projet de mariage à la mairie pendant 10 jours. Et donc, si ces conditions de fond et si l'ensemble des conditions de forme sont satisfaites, le mariage est valablement formé et produit alors des effets entre les époux. Et ces effets, ils peuvent être personnels ou pécuniaires. En ce qui concerne d'abord les effets personnels du mariage, il faut savoir que le mariage va créer entre les époux un devoir de communauté de vie. Donc concrètement, les époux doivent, en principe, vivre ensemble dans le même domicile. Également, le mariage va créer entre les époux un devoir de fidélité, un devoir de respect mutuel et un devoir d'assistance, qui signifie que les époux doivent s'aider mutuellement face aux difficultés de la vie. Ça, ce sont donc les effets personnels. On a également les effets pécuniaires du mariage. Et oui, parce que le mariage va créer entre les époux d'abord une obligation de contribuer aux charges du mariage. C'est-à-dire que chaque époux est tenu de contribuer aux charges du mariage, et ce à proportion de ses facultés respectives. Également, le mariage va créer entre les époux un devoir de secours, en vertu duquel, si jamais un des époux est dans le besoin, eh bien l'autre époux devra subvenir à ses besoins. Et enfin, le mariage va créer une solidarité pour les dettes ménagères. Donc concrètement, si jamais un époux contracte une dette liée à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, c'est ce qu'on appelle une dette ménagère, eh bien le créancier pourra exiger le paiement de la dette auprès de n'importe lequel des deux époux. Et puis enfin, concernant le mariage, le cours de droit de la famille va envisager les hypothèses de rupture du mariage, à savoir le divorce et la séparation de corps. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est qu'il existe 4 causes de divorce, c'est-à-dire 4 cas dans lesquels les époux vont pouvoir demander le divorce. On a d'abord le consentement mutuel, qui nécessite l'accord des époux, non seulement sur le principe du divorce, mais également sur ses conséquences. Donc les époux sont d'accord à la fois sur l'idée de divorcer, mais également sur les conséquences du divorce. On a aussi, deuxième cas, l'acceptation du principe de la rupture, qui lui ne requiert l'accord des époux que sur le principe du divorce, et non sur ses conséquences. On a également l'altération définitive du lien conjugal, qui suppose
que les époux vivent séparément depuis au moins 1 an. Et puis enfin, dernier cas, on a la faute de l'un des époux, qui est caractérisée par une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Donc 4 causes de divorce. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que les causes de séparation de corps, c'est-à-dire les cas dans lesquels les époux vont pouvoir demander la séparation de corps, sont identiques à celles du divorce. Et donc ainsi, lorsque les époux se retrouvent dans un des 4 cas que je viens de vous mentionner, ils vont avoir le choix tout simplement entre demander le divorce ou bien la séparation de corps, qui vont avoir des effets différents, puisque le divorce va tout simplement mettre fin au mariage, alors que la séparation de corps, quant à elle, elle ne dissout pas le mariage. Elle dispense simplement les époux de leur obligation de vie commune. Donc concrètement, les époux sont autorisés à ne plus vivre ensemble. Voilà donc pour le mariage. Ensuite, le cours de droit de la famille se poursuit avec l'étude du pacte civil de solidarité, avec l'étude du PACS. Et donc il faut savoir que, de la même manière que pour le mariage, les personnes qui souhaitent se paxer doivent respecter des conditions de fond et des conditions de forme. D'abord au titre des conditions de fond, les futurs partenaires doivent premièrement être majeurs. Ils doivent également ne pas déjà être paxés ou bien mariés avec une autre personne. C'est l'interdiction de la bigamie. Et enfin, ils ne doivent pas appartenir à la même famille, c'est l'interdiction de l'inceste. En ce qui concerne maintenant les conditions de forme, les futurs partenaires vont devoir conclure un contrat permettant d'organiser les modalités de leur vie commune. Ce contrat, ça peut être soit un acte sous signature privée, soit un acte authentique, c'est-à-dire un acte qui va être rédigé et signé chez un notaire. Et puis ensuite, les futurs partenaires, donc une fois le contrat rédigé et signé, ils vont devoir effectuer une déclaration conjointe, soit auprès de l'officier d'état civil de la commune où ils résident, si jamais le contrat a été établi par acte sous signature privée, soit tout simplement auprès du notaire si le contrat a été établi par acte authentique. Et donc, si ces conditions sont satisfaites, le PACS sera valablement formé et va alors produire des effets qui seront aussi bien personnels que pécuniaires entre les partenaires. Au titre d'abord des effets personnels. Le PACS va créer entre les partenaires une obligation de vie commune, donc les partenaires doivent vivre ensemble dans le même domicile, c'est une obligation similaire à celle qui existe pour le mariage. Également, le PACS va créer une obligation d'assistance réciproque. Donc les partenaires doivent s'aider mutuellement face aux difficultés de la vie. Et cette obligation, elle est identique au devoir d'assistance qui existe pour les époux. Au titre maintenant des effets pécuniaires, le PACS va créer entre les partenaires d'abord une obligation d'aide matérielle, en vertu de laquelle les partenaires doivent contribuer aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés respectives. Et donc cette obligation, elle est similaire à l'obligation de contribution aux charges du mariage qui existe pour les époux. Et puis également, le PACS va créer une solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Donc si l'un des partenaires contracte une dette pour les besoins de la vie courante, eh bien le créancier pourra exiger le paiement de la dette auprès de n'importe lequel des deux partenaires. Donc ça, c'est donc pour le PACS. Et puis ensuite, comme on l'a dit, il y a un troisième mode d'union qui est possible, qui est le concubinage. Alors d'abord, qu'est-ce que le concubinage ? La définition du concubinage nous est donnée par l'article 515-8 du Code civil. Et donc, selon cet article, le concubinage, c'est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Et donc ainsi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement au mariage ou au PACS, le concubinage, c'est un fait juridique. Le concubinage, il existe indépendamment de la volonté des personnes. C'est simplement une situation de fait
à laquelle le droit va attacher un certain nombre d'effets de droit. C'est en cela que c'est un fait juridique. Et de manière générale, le concubinage ne va pas produire d'effet entre les concubins. Donc il n'existe pas entre les concubins de devoir de fidélité, d'assistance ou de secours, ni d'obligation de contribuer aux charges de la vie commune, comme c'est le cas pour les couples mariés. En revanche, cette absence d'effet du concubinage, elle doit cependant être nuancée, puisqu'en effet, la loi accorde aujourd'hui aux concubins certains droits similaires à ceux des époux. Et ça se manifeste particulièrement lorsque le couple désire un enfant, puisqu'en effet, les concubins ont le droit de recourir à la PMA, la procréation médicalement assistée, et puis également l'adoption leur est ouverte depuis 2022. Voilà donc pour la première grande partie du cours qui est consacrée au couple. Ensuite, le cours de droit de la famille il se poursuit avec une deuxième grande partie qui est consacrée à la filiation. Mais juste avant qu'on attaque cette deuxième grande partie, je fais une petite parenthèse. Sachez que cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est simplement une esquisse, c'est simplement un résumé très très synthétique du cours de droit de la famille, afin d'avoir une vision globale et de comprendre les grandes lignes. Mais si vous voulez vraiment réviser efficacement le droit de la famille, si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens dans cette matière, eh bien vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en droit de la famille, qui comprend 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques, mais qui sont également complètes et qui résument vraiment parfaitement le droit de la famille. Donc c'est un pack de fiches qui vous sera très utile pour réviser efficacement la matière, qui vous aidera également à mieux comprendre la matière, et donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. On reprend donc avec la deuxième grande partie du cours de droit de la famille qui est consacrée à la filiation. Alors pour commencer, qu'est-ce que la filiation? La filiation, c'est le lien de droit entre un parent et son enfant. On parle de filiation maternelle à l'égard de la mère et de filiation paternelle à l'égard du père. Il faut bien comprendre que ce lien de filiation, il entraîne de nombreuses conséquences juridiques. Et notamment, c'est en vertu du lien de filiation que, d'abord, les parents vont donner leur nom de famille à leur enfant. Également, c'est en vertu de ce lien de filiation que les parents ont l'autorité parentale vis-à-vis de leur enfant, qui leur donne un ensemble de droits et de devoirs vis-à-vis de leur enfant. On en reparlera dans la suite de cette vidéo. Également, en vertu du lien de filiation, les parents ont une obligation d'entretien à l'égard de leur enfant, qui leur impose de subvenir à ses besoins, donc de le nourrir, de le loger, de lui acheter des vêtements, etc., etc. Et puis également, c'est en vertu du lien de filiation que l'enfant aura des droits dans la succession de ses parents. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en principe, la filiation s'établit sans exercer d'action en justice. On parle d'établissement légal de la filiation. Mais si la filiation n'a pas pu être établie de manière légale, elle peut encore l'être en exerçant une action en justice, et on parle alors d'établissement judiciaire de la filiation. Et donc, dans le cours de droit de la famille, on commence par s'intéresser à l'établissement légal de la filiation, et plus précisément aux différents modes légaux d'établissement de la filiation, puisqu'il existe 3 modes légaux d'établissement de la filiation. On a d'abord l'effet de la loi, on a aussi la reconnaissance, et on a enfin la possession d'État. Donc la filiation peut d'abord être établie par l'effet de la loi. Concernant l'effet de la loi, il faut distinguer entre l'établissement de la filiation à l'égard de la mère et à l'égard du père. À l'égard de la mère, la filiation est établie automatiquement par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. Et puis ensuite, concernant le père, il faut savoir que lorsque la mère de l'enfant est mariée, la loi présume que le mari est le père de l'enfant, ce qui permet d'établir automatiquement la filiation à son égard. C'est ce qu'on appelle la présomption de paternité. Ça, c'est donc l'effet de la loi. Ensuite, lorsque la filiation n'a pas été établie par l'effet de la loi, donc ça sera principalement le cas de l'homme qui n'était pas marié avec la mère de l'enfant et qui ne peut donc pas bénéficier de la présomption de paternité, et bien à ce moment-là, la filiation, elle peut être établie par une reconnaissance. Qu'est-ce que la reconnaissance? La reconnaissance, c'est l'acte juridique par lequel une personne va déclarer être le parent d'un enfant et va donc établir un lien de filiation avec celui-ci.
Et puis enfin, la filiation peut être établie par la possession d'état. Qu'est-ce que la possession d'état ? C'est concrètement le fait pour un enfant de se comporter comme l'enfant d'une personne et d'être considéré comme tel par cette personne, même si juridiquement ils ne sont pas liés par un lien de filiation. C'est donc une situation de fait, et cette situation de fait, elle va permettre, si elle est constatée par un acte de notoriété, qui est un document établi par un notaire, ou bien si elle est constatée par un jugement du tribunal judiciaire, de créer entre eux un lien de filiation. Donc ça, c'est donc les 3 modes légaux d'établissement de la filiation. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, si la filiation n'a pas pu être établie avec un de ces 3 modes légaux, elle peut encore l'être en exerçant une action en justice. C'est ce qu'on appelle l'établissement judiciaire de la filiation. Et il y a plus précisément 2 actions qui vont permettre d'établir la filiation. D'abord, l'action en recherche de paternité, dont le but est d'établir la filiation paternelle, et ensuite l'action en recherche de maternité, dont le but est d'établir la filiation maternelle. L'action en recherche de paternité ou de maternité, elle peut être exercée par l'enfant, ou bien, s'il est mineur, par son parent à l'égard duquel sa filiation est établie. Donc concrètement, dans le cas d'une action en recherche de paternité, si jamais l'enfant est mineur, cette action pourra être exercée par sa mère. Et dans le cas d'une action en recherche de maternité, si jamais l'enfant est mineur, cette action pourra être exercée par son père. Et avec cette action en recherche de paternité ou de maternité, il va falloir prouver que l'enfant est effectivement l'enfant biologique du père, dans le cas de l'action en recherche de paternité, ou de la mère, dans le cas de l'action en recherche de maternité. À savoir que la preuve est libre, elle peut donc être apportée par tout moyen. Ensuite, il faut savoir que le lien de filiation qui a été établi, il peut être contesté en justice par ce qu'on appelle une action en contestation de la filiation. Le but de cette action, ça va être tout simplement de faire annuler le lien de filiation qui existe entre un parent et son enfant. Et dans une action en contestation d'une filiation maternelle, le demandeur va devoir apporter la preuve que la mère légale n'a pas accouché de l'enfant. Et dans une action en contestation d'une filiation paternelle, le demandeur va devoir apporter la preuve que le père légal, donc le mari ou l'auteur de la reconnaissance, n'est pas le père biologique de l'enfant. Et donc, dans le cours de droit de la famille, vous étudierez en détail les règles relatives à l'action en contestation de la filiation, et notamment les conditions d'exercice de cette action en contestation de la filiation, à savoir quelles personnes peuvent agir, et également quel est le délai pour agir. Ensuite, on passe donc à la sous-partie suivante qui concerne l'adoption, puisque oui, la filiation, il faut bien le comprendre, elle ne résulte pas toujours d'une procréation. Elle peut également résulter d'une adoption. Et plus précisément, il existe 2 formes d'adoption. L'adoption simple et l'adoption plénière. Alors dans les 2 cas, l'adoption établit un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, ou entre les adoptants et l'adopté, si c'est un couple qui adopte. Mais la différence, c'est que l'adoption plénière confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine, alors que l'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. Et donc finalement, l'adoption plénière, elle est dénommée ainsi, on l'appelle plénière, puisqu'elle a des effets qui sont comparables à la filiation par procréation, puisqu'elle va créer un lien exclusif avec la famille adoptive. Le lien avec la famille d'origine va être rompu dans le cas de l'adoption plénière. Alors qu'avec l'adoption simple, le lien de filiation avec la famille d'origine ne va pas être rompu. L'enfant adopté va conserver son lien de filiation avec sa famille d'origine et simplement un nouveau lien de filiation avec sa famille adoptive va venir s'ajouter à cette filiation avec sa famille d'origine. Et de manière générale, l'adoption plénière, elle est utilisée pour adopter des enfants, tandis que l'adoption simple, elle est surtout utilisée en réalité pour adopter des personnes déjà majeures. Et d'ailleurs, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de la personne adoptée,
alors que l'adoption plénière, elle n'est possible en principe que pour les enfants de moins de 15 ans. Et donc, dans le cours de droit de la famille, vous étudierez les différentes conditions de l'adoption plénière et de l'adoption simple. Elles ne sont pas tout à fait identiques. Et vous verrez aussi les effets qui sont produits par chaque type d'adoption. Et puis enfin, dans cette grande partie consacrée à la filiation, le cours de droit de la famille envisage la filiation de l'enfant né par procréation médicalement assistée, de l'enfant né par PMA. Alors ce qu'il faut dire en premier lieu, en ce qui concerne l'enfant né par PMA, c'est qu'en tout état de cause, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'enfant et le tiers donneur, si jamais la PMA s'est faite en ayant recours à un tiers donneur. Et puis ensuite, les modes d'établissement de la filiation vont différer selon que c'est un couple hétérosexuel, ou bien un couple de femmes, ou bien une femme seule qui a recours à la PMA. D'abord, dans le cas d'un couple hétérosexuel, c'est tout simplement le droit commun qui s'applique. Et donc ainsi, l'acte de naissance va établir la filiation avec la mère, et pour le père, soit il bénéficie de la présomption de paternité, soit il doit reconnaître l'enfant. Ensuite, pour un couple de femmes, donc à l'égard de la femme qui accouche, c'est l'acte de naissance qui établit la filiation, conformément au droit commun. Et pour l'autre femme, la filiation va être établie par une reconnaissance conjointe faite devant notaire. Et enfin, pour une femme seule, c'est l'acte de naissance qui va établir la filiation, et ce, conformément au droit commun. Voilà donc pour cette grande partie consacrée à la filiation. Et donc ensuite, après la filiation, on a une troisième grande partie qui est consacrée à l'autorité parentale. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'autorité parentale ? C'est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Et l'autorité parentale, elle appartient, logiquement, aux parents de l'enfant, et ce, jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Très important, en principe, ce sont les deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale. En revanche, il y a certains cas où l'autorité parentale sera exercée par un seul des deux parents, et vous étudierez ces exceptions dans le cours de droit de la famille. On ne va pas les détailler dans cette vidéo, ça serait un petit peu trop long. Mais donc, en ce qui concerne maintenant le contenu de l'autorité parentale, les attributs de l'autorité parentale, c'est-à-dire concrètement quels sont les droits et devoirs qui sont contenus dans l'autorité parentale, il faut savoir que ces attributs, ils sont de deux ordres. Certains sont relatifs à la personne de l'enfant et d'autres sont relatifs à ses biens. En ce qui concerne la personne de l'enfant, l'autorité parentale englobe d'abord la protection de l'enfant. Et oui, les parents ont un devoir de surveillance à l'égard de l'enfant. L'autorité parentale englobe également l'entretien de l'enfant. Donc concrètement, les parents doivent fournir à l'enfant de la nourriture, un logement, des vêtements et plus généralement tous les biens matériels nécessaires à sa vie. Et puis enfin, l'autorité parentale englobe l'éducation de l'enfant. Donc les parents ont le devoir d'éduquer leur enfant, mais également ils ont le droit de choisir son éducation. L'éducation de l'enfant, c'est à la fois un devoir et un droit pour les parents. Et en ce qui concerne maintenant les biens de l'enfant, les parents ont d'abord l'administration légale des biens de l'enfant, et également ils ont un droit de jouissance légale sur les biens de l'enfant, qui leur permet de percevoir et s'approprier les revenus qui sont générés par les biens de l'enfant. Et puis enfin, lorsque l'intérêt de l'enfant est menacé, le juge va pouvoir intervenir afin de contrôler, voire de limiter l'autorité parentale. Et plus précisément, il existe 3 catégories de mesures qui peuvent être ordonnées par le juge en fonction du degré de mise en péril de l'intérêt de l'enfant. D'abord, l'assistance éducative, ensuite la délégation de l'autorité parentale, et enfin, le retrait de l'autorité parentale. Et donc, vous étudierez en détail ces différentes mesures dans le cours de droit de la famille. Et sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous voulez regarder d'autres vidéos en droit de la famille, je vous mets à l'écran ma playlist de droit de la famille, avec différentes vidéos sur les différentes notions du cours de droit de la famille.
Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Et sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.